L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Bon allez, est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes de faire semblant avec James Harden? Non mais vraiment, parce que j'entends encore des gens qui le défendent, alors qu'en playoff, je trouve qu'il a beaucoup plus pénalisé sa team qu'il ne l'a aidé. Et cette vidéo-là, pour le coup, c'est même pas le sondage Insta qu'il a choisi. Je voulais la sortir maintenant parce que franchement, au vu de ce qu'on vient de voir contre les Knicks, fallait que je me lâche. Nouveau maillot, nouveau projet, nouvelle hype, puis les playoffs arrivent et ça recommence. C'est tout ça là qu'il va falloir qu'on parle ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, tant que j'y suis, continuez à voter sur Instagram. J'ai lancé un nouveau sondage avec 6 sujets pour la prochaine vidéo et il y a moyen que ce soit très lourd. Donc allez me suivre là-bas si c'est pas déjà fait et tant qu'à faire, abonnez-vous ici aussi parce que vous l'avez compris, là en ce moment, on est dans la période la plus dingue de la saison. Mais ouais, pour revenir à notre sujet, le truc c'est pas de savoir si Harden peut encore planter 30 points. Évidemment qu'il peut encore le faire. Le vrai sujet c'est plutôt est-ce que tu peux encore viser le titre avec lui dans un rôle aussi important? Pour répondre à ça, on va parler de Cleveland, des matchs couperés, de la défense, de tout ce qui coince, mais aussi d'un truc un peu triste. On est peut-être en train de voir un immense joueur abîmer salement sa légende. Et franchement, plus j'y pense, plus je me demande si le vrai problème, c'est pas juste qu'il a du mal à accepter qu'il vieillit. Allez, installez-vous bien, aujourd'hui je sors les flingues pour parler du cas James Harden. Mais allez, avant de rentrer dans le dur avec le barbu, je voulais vous parler d'un truc qu'on prépare avec Trip Double. Parce qu'en avril, vous avez peut-être vu passer ça sur Insta, j'étais à Los Angeles avec un groupe pour vivre la fin de saison NBA sur place, et franchement, encore une fois, c'était une dinguerie. Et le truc fort avec ces voyages-là, c'est que c'est pas juste dans le délire, je prends mon billet, je vois un match et je rentre à l'hôtel. Pendant une semaine, ensemble, on vit basket du matin au soir. Tu parles NBA dans l'avion, dans le bus, au resto, avant les matchs, après les matchs, tu passes ton temps avec des gens qui ont exactement la même passion que toi, et franchement, ça change tout. Et quand tu te retrouves avec un groupe de passionnés qui vibrent pour les mêmes choses que toi, ça change tout. Tu peux regarder la NBA toute l'année chez toi, évidemment, mais quand t'es à Los Angeles avec des gens qui deviennent fous au moment d'aller à la salle, qui débattent du MVP, des playoffs, des transferts et des systèmes toute la journée, je vous jure, l'expérience n'a plus rien à voir. Et moi, ce que j'aime avec Trip Double depuis plusieurs années maintenant, c'est justement ce côté immersif. Il gère la logistique, l'organisation, les matchs, l'hôtel, le vol, les transports et même des fan expériences complètement folles selon les opportunités. Toi, sur place, t'as juste à te laisser bercer et à profiter. Puis moi, ça me permet aussi de vivre le voyage avec vous. On parle basket, on découvre les salles, les villes, l'ambiance autour des matchs. Je suis déjà parti 5 fois avec eux en tant qu'accompagnateur et à chaque fois, tout le monde est revenu avec des souvenirs plein la tête. Et justement, maintenant que j'ai fait 5 voyages avec eux en tant qu'accompagnateur, on s'est dit qu'il était temps de construire quelque chose avec vous. Du coup, en ce moment, on travaille sur un projet de voyage le 6e homme avec Trip Double. L'idée, ce serait de partir entre passionnés NBA, en groupe, pour vivre notre passion directement sur place. Les destinations et les dates dépendront évidemment du calendrier NBA quand il sortira, donc pour l'instant, on peut pas encore annoncer un programme précis. Mais l'objectif, c'est de construire des séjours cohérents, en fonction de vous, de vos désirs, autour des matchs, de l'immersion, de l'ambiance de groupe, et si possible, avec de grosses fan expériences sur place. Franchement, si vous êtes vraiment fan de NBA, vivre ça au moins une fois dans sa vie, c'est limite un passage obligé. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et je vous mets aussi une petite fiche qui normalement devrait apparaître par là. Avec ce lien, vous pourrez vous inscrire gratuitement, sans engagement aucun. C'est pas une réservation, vous payez rien, ça sert juste à savoir qui potentiellement serait chaud pour ce voyage. Et faites attention parce que le nombre de places sera très limité et justement tous ceux qui seront préinscrits seront prévenus en priorité. Alors go cliquer sur le lien, ne manquez pas ça, je suis super impatient de partir avec vous aux States. Mais allez, maintenant on revient à James Harden et là aussi on va parler de voyage, mais plutôt de fin de trajet. Ouais, le truc avec le barbu, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on le juge beaucoup trop sur son nom. Si on prend du recul, les Cavaliers n'ont pas récupéré Harden comme tu récupères un vétéran de quasi 37 ans. Contre lui, ils ont lâché Darius Garland, un All-Star encore jeune, dans la timeline de Mobley et Mitchell. Le message était clair, on veut gagner maintenant. Et sur le papier, le fit aurait pu avoir du sens au premier abord. Mitchell pour scorer, Mobley et Allen pour finir près du cercle, Harden pour organiser. Puis surtout, sa première moitié de régulière avec les Clippers était solide. Plus de 25 points, plus de 8 passes, une pointe à 55 points. Forcément, des chiffres pareils, ça entretient l'idée que le grand Harden existe encore quelque part.
Et pourtant, force est de constater aujourd'hui que les Cavaliers se sont fait avoir. Harden n'est pas complètement cramé, c'est ça qui rend le truc vicieux. Il peut encore contrôler un carton, manipuler une défense, gratter des fautes, trouver des shooters ouverts, et dès qu'il sort un gros match, on replonge tous un peu. On revoit le Harden MVP, le mec injouable, ses step back, la nostalgie. Sauf qu'aujourd'hui, ces matchs-là, c'est plus le quotidien, c'est juste des flashs, mais des flashs qui te font douter. Et c'est là, je pense que réellement ça devient problématique. Parce qu'en playoff cette année, la réalité est beaucoup plus sale que l'image qu'on garde encore de lui. Harden tourne à près de 20 points, ok, mais l'adresse extérieure tombe autour des 30% à 3 points, il perd quasiment 5 ballons par match, et trop souvent, son impact offensif ne compense plus tout le reste. Et si on regarde la vérité en face, c'est assez clair, Cleveland ne l'a pas recruté juste pour quelques bons matchs. Ils ont payé pour un joueur censé les aider à passer un cap, mais avec le recul, j'ai quand même l'impression qu'ils ont surtout payé pour un nom, un souvenir, pas le joueur qu'il est vraiment en 2026. Le cerveau offensif, le vétéran qui calme tout, le mec qui soulage Mitchell, oui, il peut l'être sur le papier, mais sur le terrain, ils ont surtout récupéré un joueur qui peut être énorme un soir, puis te mettre complètement dans la sauce 2 jours après. C'est là justement que si on reprend le trade de la deadline, ça peut être intéressant. Garland avait plein de défauts, les blessures, la défense, parfois l'irrégularité, son contrat énorme aussi, mais il restait un meneur plus moderne dans son profil, plus rapide, plus mobile, plus dynamique. Il pouvait déclencher tôt, jouer dans le mouvement, accélérer une possession. Harden, lui, impose beaucoup plus de contraintes. J'avais bien fait une vidéo réaction, là, juste après le transfert d'Harden, pour expliquer que c'était une erreur fatale à l'époque, mais si je suis complètement honnête, j'espérais quand même un peu. Le truc, c'est que son jeu demande encore beaucoup de dribbles, beaucoup de tempo cassé, beaucoup de lectures bien trop longues. Quand ça fonctionne, c'est magnifique, mais en playoff, les défenses modernes adorent rendre les possessions lourdes, prévisibles. Et avec Harden, parfois, chaque possession devient un mini-examen individuel. Il lit, il attend, il dribble, il cherche soit la faute, soit la passe parfaite, et ça, maintenant, tout le monde le sait. Quand l'explosivité n'est plus la même qu'avant, jouer de la sorte, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça, on l'a vu notamment lors des matchs les plus importants, ceux où tout se joue. Le souci, c'est pas qu'il rate des matchs ou qu'il choque de temps en temps. Tous les grands joueurs ont déjà eu des soirées horribles. Le souci, c'est le moment où ça arrive. Avec Harden, ça tombe trop souvent au pire moment, quand son équipe a besoin d'un patron, d'un mec qui pose le jeu, qui calme tout le monde. Et avec Cleveland, franchement, l'échantillon qu'on a vu est violent. Plus la pression monte et plus Harden s'éteint. Au premier tour déjà, même si c'était pas non plus totalement catastrophique, on a vu un signal. Lors du Game 7 contre Toronto, Cleveland passe, donc tu peux ranger ça dans la case pas beau, mais suffisant. Sauf que Harden finit à 18 points, à 3 sur 9 au tir, 1 sur 5 à 3 points et seulement 3 passes. C'est 11 lancers marqués sauf ses stats, mais quand on regarde le match, on voit surtout un vétéran censé contrôler le jeu qui n'a pas vraiment pesé. Maintenant, tu peux te dire, ok, c'est bon, Cleveland s'est qualifié, on pardonne. Sauf qu'au tour suivant, contre Détroit, le malaise devient encore plus visible. Nouveau Game 7, nouvelle pression maximale, Harden termine à 9 points, à 2 sur 10 au tir, 0 sur 6 de loin, 6 passes et 5 rebonds. Cleveland gagne quand même, donc le résultat masque encore le problème. Mais dans un match décisif, quand t'es censé apporter de l'expérience et calmer le jeu, on ne demande plus que de simplement survivre. Par contre, c'est Façonnix ensuite, là, c'est devenu impossible de se voiler la face. Game 4, match potentiellement synonyme d'élimination. Cleveland joue pour éviter le sweep à domicile. Harden finit à 12 points, à 2 sur 8 au tir, 0 sur 6 à 3 points, 2 passes et 5 ballons perdus. Défaite de 37 points. Là, c'est plus juste une histoire d'adresse, il est fantomatique. Quand ton équipe est au bord du gouffre, tu dois au moins donner l'impression de pouvoir changer quelque chose, de t'impliquer. Lui traverse presque la rencontre comme un spectateur. Et le pire, c'est qu'on peut pas dire non plus que ce constat date de cette année. En 2025, avec les Clippers, match 7 contre Denver, 7 points, 2 sur 8 au tir. Oui, il fait 13 passes, mais 2 jours plus tôt, il venait de mettre 28 points pour le forcer, ce Game 7. Et dans le match qui décide de tout, encore, il disparaît au scoring. En 2024, contre Dallas, même délire, 7 points à 2 sur 12 au Game 5, puis 16 points à 5 sur 16 dans le match de l'élimination. C'est pour ça que là, on peut plus juste parler d'un petit incident isolé. Puis avec Philly en 2023 contre Boston, c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Harden gagne quasiment 2 matchs à lui tout seul. 45 points au Game 1, 42 au Game 4. Donc tu te dis, ok, il a encore ce truc. Sauf que quand Philly a 2 balles pour finir la série, il s'écroule. Game 6, 13 points, 4 sur 16 au tir, 5 pertes de balles. Game 7, 9 points, 3 sur 11, 5 balles perdues. C'est trop. Et c'est là vraiment qu'il y a une espèce de vrai piège à loup autour de James Harden. Il est encore capable de te sortir un match qui rallume tout, un match qui te fait dire que l'ancien monstre est encore là. Mais dès que la marge d'erreur disparaît, dès que la série se ferme, dès que chaque possession pèse une tonne, on retombe trop souvent sur le même scénario. Moins d'agressivité, des tirs refusés, d'autres tirs forcés, un rythme mou, et surtout une sensation bizarre qu'il subit le match au lieu de s'imposer. Donc non, le sujet c'est pas juste Harden rate des tirs, le sujet c'est Harden disparaît bien trop souvent justement quand son équipe attend quelque chose de lui.
lui. Et quand le même scénario revient chaque année, on peut plus parler d'un choke isolé, ça devient une tendance. Pendant longtemps, quand Harden passait à côté au scoring, on pouvait toujours se dire ok, mais il organise au moins. Et franchement, c'était vrai. À Brooklyn, à Philly, puis encore aux Clippers, il gardait une vraie valeur en contrôlant le tempo et en créant pour les autres. En 2025, sur 7 matchs de playoff, il tourne même à plus de 9 passes de moyenne. Donc oui, même diminué, Harden restait un vrai cerveau offensivement. Sauf que cette année, même cet argument commence à ne plus rien vouloir dire. Avec Cleveland en saison régulière, il était encore à près de 8 passes par match. En playoff, il tombe autour de 5 passes alors que ses minutes montent à plus de 37 par soir. Il joue plus longtemps, dans des matchs importants, avec plus de responsabilités, mais il crée moins. Donc si tu ne scores plus comme une superstar et qu'en plus ton playmaking baisse, ton profil devient beaucoup plus difficile à défendre dans les débats. Et là, le chiffre qui fait vraiment mal aux fesses, c'est le ratio passes décisives perte de balles. Sur ses playoffs, Harden finit à 99 passes décisives pour 84 ballons perdus, quasiment une perte de balles pour chaque passe décisive. Pour un jeune meneur, ce serait déjà inquiétant. Pour un vétéran censé apporter de la maîtrise, c'est très problématique. Son rôle normalement, c'est de simplifier le jeu. Là, trop souvent, chaque bonne passe coûte trop cher. Une lecture en retard, une passe forcée, un dribble de trop, franchement, c'est gênant. Harden continue à jouer avec les réflexes d'un joueur héliocentrique et c'est bien le plus gros problème. Il veut installer son rythme, dribbler longtemps, choisir le mismatch, attendre que l'aide bouge. Sauf qu'avant, il avait l'explosivité pour punir dès que la défense hésitait. Aujourd'hui, il voit encore les passes bien sûr, mais il crée moins bien l'avantage avant la passe. Et dans le basket NBA, c'est ça la vraie différence entre un grand passeur et un joueur qui ralentit ton attaque. Mais le problème, encore une fois, c'est que notamment pour les bandeurs de highlight, une passe isolée sur une action, ça peut tromper tout le monde. Tu regardes un résumé de match, Harden te sort un lob parfait pour Allen ou une lecture propre sur pick and roll et tu te dis à nouveau ok, il a encore ce truc. Mais sur une série entière, le bilan devient moins flatteur. Trop de possessions longues, trop de séquences où les autres attendent, ils savent pas quoi faire, puis trop de ballons perdus en plus. Cleveland n'avait pas besoin que chaque attaque ressemble à un loup glacé de 20 secondes. Ils avaient besoin de rythme, clairement, pas d'un frein moteur. Et c'est pour ça que cette baisse à la création pèse aussi lourd. C'était son dernier gros bouclier contre les critiques. Tu pouvais te dire oui, il shoot mal, mais au moins il fait jouer les autres. Là, même ça devient fragile. Donc tu te retrouves avec un joueur qui garde beaucoup le ballon, qui joue à son rythme et qui ne pèse plus assez derrière. En playoff, ça peut te plomber collectivement. Et le problème, c'est qu'on n'a même pas encore parlé de ce qu'il voit le plus à l'écran. Défensivement, aujourd'hui, Harden, c'est un plot qui est devenu impossible à cacher. L'adversaire vient le chercher et en playoff, c'est terrible. Un défenseur moyen, tu peux bricoler autour de lui. Tu changes les match-ups, tu mets de l'aide, tu protèges un peu. Mais quand l'équipe en face décide de t'attaquer toi encore et encore, possession après possession, là, ton système commence à prendre l'eau. Le Game 1 contre New York, par exemple, c'est le symbole parfait de tout ça. Cleveland mène 22 points dans le 4e quart-temps et le match semble presque plié. Puis les Knicks commencent à forcer les switches, à mettre Harden dans l'action, encore et encore. Brunson l'attaque, New York le fait bouger, le force à contourner des écrans, à fermer des drives. Et petit à petit, chez les Cavs, c'est la panique, la confiance change de camp. Et le plus violent, c'est que Mike Brown n'a même pas sorti un plan révolutionnaire pour ça. Il a juste appuyé là où ça faisait mal. Harden n'a plus les jambes pour rester devant des créateurs comme Brunson sur plusieurs possessions d'affilée. Quand le porteur change de rythme, il recule, il ouvre ses appuis, il perd ses repères, et derrière, il attend l'aide. Il peut encore faire illusion de temps en temps, mais sur la répétition, il donne surtout l'impression d'être toujours en retard. Après, ça fait longtemps qu'il traîne une sale réputation défensive, mais à Houston, au moins par séquence, il pouvait lutter grâce à son physique, notamment poste bas. Là, même les petites compensations disparaissent, les close-outs sont mous, les retours manquent d'urgence, sur les écrans, il ne se bat même plus, et dès qu'il faut faire un deuxième effort, parfois, t'as l'impression que l'action est déjà terminée pour lui, il lâche l'affaire. Et désolé, mais ça, en playoff, ça fragilise tout le dispositif de Kenny Atkinson. Parce qu'un close-out raté, c'est pas juste un tir ouvert. Si le shooter attaque, l'intérieur doit aider. Si l'intérieur aide, le corner se libère. Et très vite, toute la défense se retrouve à la bourre. Mobley et Allen peuvent masquer certaines erreurs, mais ils peuvent pas non plus répéter ça à chaque possession pendant 48 minutes. Après, je vais pas non plus aller jusqu'à dire qu'il est le seul responsable de ce choc collectif du Game 1. Mais en playoff, le boulot des coachs, c'est de savoir identifier les leviers. Et pour New York, là, sur cette finale de conférence, Harden, c'était un levier. Pas juste un défenseur choisi au hasard, une cible. Avant, tu pouvais vivre avec les limites défensives de Harden parce que son attaque compensait tout. Tu te disais, ok, il se fait ouvrir, mais il va créer 40 points de l'autre côté. Aujourd'hui, si son scoring devient irrégulier, si son playmaking n'est plus à la hauteur, si ses pertes de balles montent, alors une telle défense, c'est plus tolérable, c'est pénalisant. En fait, le plus gros problème finalement avec Harden, c'est peut-être même pas ses mauvais matchs. Le souci, c'est qu'il te donne encore l'illusion, parce qu'il n'est pas nul, je le répète, il peut encore te sortir une soirée qui rallume la flamme. 2-3 passes géniales, un coup de chaud, des lancers provoqués, et d'un coup tout le monde se remet à dire « Ah ben voilà, il est encore là !» Je comprends, quand Harden prend feu par séquence, tu te rappelles à quel point c'était un monstre. Et en NBA, le piège, c'est qu'un gros carton, ça marque toujours les esprits.
Un match à 35 points, ça reste dans la tête. 3 matchs sales à 12 points avec 5 ballons perdus, bizarrement, ça fait moins de bruit. Et Harden vit encore un peu là-dessus. Il te sort une grosse soirée, t'as l'impression que tout est réglé, sauf que non, ça change pas la tendance. Ça met juste un filtre Snapchat sur une photo dégueulasse. Et c'est là qu'il faut arrêter de se faire avoir. C'est cruel à dire, mais Harden, peu à peu, est devenu un petit peu une machine à créer des faux espoirs. Pas parce qu'il triche, pas parce qu'il sait plus jouer, mais parce qu'il a encore assez de talent pour te faire croire par séquence qu'il peut redevenir une solution centrale, et pour une franchise, c'est dangereux. Un joueur vraiment fini, tu le vois tout de suite, tu ajustes. Harden, lui, garde juste assez de magie pour repousser ce moment-là, et pendant ce temps, tu continues de lui donner le ballon, des minutes, des responsabilités. Mais stop, au bout d'un moment, les grosses perfs au scoring ne peuvent plus servir d'excuse éternelle. Oui, il peut encore gagner un match, oui, il peut encore faire une ligne de stats qui claque, mais une équipe qui joue le titre ne construit pas son plan de jeu sur des souvenirs et sur des flashs. Elle a besoin de certitude, de constance, de joueurs qui tiennent quand la série devient dure. Et avec Harden, on s'accroche encore trop à ce qu'il peut faire parfois pour éviter de regarder ce qu'il fait plus assez souvent. Et à ce moment-là, je me dis que le narratif devient presque encore plus fort que ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'on continue de juger Harden avec une part de nostalgie, comme si chaque gros match confirmait qu'il était encore le même, alors que chaque mauvais match serait juste un accident. Sauf qu'à force, il faut inverser la lecture. Les bons matchs existent encore, mais ils ne suffisent plus à effacer tout ce qui va mal. En vrai, j'ai l'impression surtout qu'aujourd'hui, il faut surtout se rendre compte qu'il n'a plus le même statut. Harden n'a pas juste un problème de niveau, il a aussi un problème de rôle. On continue de l'utiliser comme une star majeure, de le traiter comme une star majeure, et lui parle encore comme une star majeure. Sauf qu'en playoff, ses perfs ne valident pas ce statut, ça donne cette impression bizarre d'un ancien MVP qui se regarde encore avec les yeux de son prime. Ce qu'il a dit après le sweep contre New York confirme exactement cette perception. Après la série, Harden explique tranquillement, en gros, que pendant ses playoffs, il estimait que son bilan était positif des deux côtés du terrain. À côté de ça, il affirme que Cleveland était la meilleure équipe. Il y a un truc qui cloche. Ok, les Cavaliers sortaient de 2 séries en 7 matchs, le groupe avait peu de vécu ensemble, les Knicks étaient lancés, mais bon, on parle d'un sweep avec un dernier match avec 37 points d'écart. Je veux pas me moquer, mais on dirait au bout d'un moment que le mec ne vit pas dans la même réalité que nous. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça dit de lui. Il parle encore comme une superstar, comme si Cleveland avait juste raté le coche, comme si lui n'avait rien à se reprocher. Mais quand tu joues plus de 37 minutes par match en playoff avec autant de responsabilités, tu peux pas juste dire que le problème c'est les circonstances. Tu peux pas ne pas te remettre en question. C'est pour ça je trouve que le débat sur son rôle devient primordial maintenant. Est-ce qu'Harden ne serait pas beaucoup plus utile sur un temps de jeu de 20-25 minutes? Pas en mode humiliation, pas en mode va t'asseoir au bout du banc, mais dans un costume de créateur secondaire, de 6ème homme de luxe, de dynamiteur en provenance du banc, de vétéran qui gère les minutes où Mitchell souffle. Là, tu le reposes plus, tu fais en sorte qu'il soit à fond et qu'il soit frais quand il rentre. Tu limites les séquences défensives compliquées, et surtout, tu ne lui demandes plus d'assumer un rôle qu'il n'est plus capable d'assumer. Parce que le vrai patron à Cleveland aujourd'hui, celui qui gère tout, celui qui contrôle le jeu, ça doit être Donovan Mitchell, point barre. Spida est en plein prime, dans le Game 4 contre New York, il met 31 points pendant que le reste de l'attaque s'écroule. Et attention, je dis pas qu'Harden l'empêche de jouer, ce serait trop simple, mais quand Harden ralentit le jeu, oblige des possessions longues et monopolise la création pour rien, ça devient un problème pour toute l'attaque. Et si on compare les deux joueurs, encore une fois, le narratif prend énormément de place et je trouve ça fou. Mitchell, aujourd'hui, on le juge comme une star à son prime, donc quand il se rate, on en parle direct. Ça le dessert, et je trouve ça sévère, j'en parlais récemment. Harden, c'est presque l'inverse. Comme on garde tous en tête le Harden de l'époque, chaque gros match devient une preuve qu'il a encore ce petit quelque chose d'une superstar. Une soirée à 30 points, quelques step back, et l'imaginaire collectif repart 4 ou 5 ans en arrière. Et si ses coachs n'arrivent pas à lui faire comprendre, j'aimerais bien que lui-même fasse au moins un petit peu preuve de lucidité. Plein de grandes stars sont passées par là, c'est pas une honte. À un moment, tu lâches plus le ballon, tu joues moins, tu choisis mieux tes spots, tu acceptes d'être utile autrement. Harden, lui, donne encore l'impression d'être entre deux mondes. Il n'est plus le Harden MVP, mais il n'a pas encore accepté qu'il était temps de changer de costume. Et là, on peut plus se servir de l'excuse du contexte au bout d'un moment. Nets, Sixers, Clippers, Cavaliers, le contexte, il a déjà changé 4 fois. Depuis Houston, Harden a joué avec Durant, Kyrie, Embiid, Kawhi, Paul George, Mitchell, Mobley, Allen. Le mec n'a pas été envoyé faire Koh-Lanta avec 3 role-players et un sac de riz. Il a été dans des projets ambitieux, avec des fenêtres de titres, avec des gros noms autour. Et malgré ça, à la fin, on retombe tout le temps sur les mêmes conclusions. La défense problématique, les pertes de balles, le rythme lourd, les gros matchs qui lui échappent. Maintenant, ok, il n'est pas responsable de tout, encore une fois, et je dis pas qu'avec un grand Harden, ses équipes auraient remporté le titre, tout avait leurs problèmes. Mais au bout d'un moment, impossible de dire non plus que tout ça, c'est juste de la malchance. Personne ne lui demande plus d'être le MVP de 2018, vraiment personne. Le problème, c'est qu'on continue à le mettre dans des projets ambitieux comme s'il pouvait encore être une pièce centrale fiable. Et depuis Brooklyn, la vérité est dure, il est souvent au milieu des projets qui finissent mal. Il n'est pas le seul coupable, mais il est rarement très loin au moment où tout se fissure. Bref, je me calme, parce qu'à la base, ce joueur, je l'adore, et c'est pour ça, je pense que je suis aussi déçu. C'est pour ça que maintenant, pour enchaîner, je vais finir avec quelque chose qu'il faut pas oublier.
Cette vidéo, c'est pas juste on tire sur Harden parce que c'est facile. Le barbu, c'est un Hall of Famer évident. MVP 2018, élu dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire, 11 fois All-Star, 8 fois All-NBA, 3 fois meilleur scoreur, 2 fois meilleur passeur, plus de 29 000 points en carrière. C'est immense. Donc non, je vais pas dire que le mec a toujours été une fraude, ce serait complètement malhonnête. À son prime, Harden c'était un système à lui tout seul. Isolation, step back à 3 points, lancer provoqué, pick and roll au poil, lecture des aides. Il forçait les défenses à se déformer complètement. Il pouvait mettre plus de 36 points de moyenne sur une saison, faire des triples-doubles de grands malades, planter 40 ou 50 points sans que ça ne choque personne. C'est justement parce qu'il a été aussi fort que son crépuscule est aussi triste à regarder. Parce que le vrai drame, c'est peut-être ça. Plus le temps passe et plus Harden me fait de la peine. À presque 37 ans, avec autant d'espoir et de responsabilité sur son dos, la vérité c'est qu'il galère. Et voir que même lui n'arrive pas à s'en rendre compte, ça fait encore plus de peine. Ça me rappelle la fin de Carmelo Anthony un petit peu, et Harden mérite mieux que ça. L'histoire d'un joueur, c'est pas seulement son prime, c'est aussi la manière dont il vieillit, la manière dont il s'adapte avec le temps. Aujourd'hui, pour Harden, c'est là que ça bloque, et la phrase qui résume le mieux la vidéo, c'est peut-être celle-là. Parfois, une grande star devient un problème, pas parce qu'elle est nulle, elle devient un problème parce qu'on continue à l'utiliser comme si elle était encore exceptionnelle. Et Harden, là, il est en plein dans cette zone bizarre. Pas assez mauvais pour que tout le monde tourne la page, encore assez fort pour te faire douter, mais plus assez dominant pour justifier autant de minutes, autant de ballons, autant de compromis. Et vraiment, je trouve ça plus que dommage parce que je suis persuadé qu'en NBA, encore, il pourrait avoir une super utilité, mais dans un autre costume. Mais tant qu'on le traite comme une superstar et que lui se comporte encore comme une superstar, son déclin devient encore plus violent. À un moment, faut arrêter de penser au Harden qu'on a connu et faut regarder celui qu'on a sous nos yeux, et lui ferait bien de faire pareil. Mais vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous me trouvez trop dur avec Harden, ou est-ce que vous pensez vous aussi qu'il est temps de s'enlever les œillères? Dites-moi ça en commentaire, c'est peut-être parce que je suis déçu que je suis hyper sévère, mais je sens que le débat peut être chaud. Par contre, pensez-y, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster avec la fonction appropriée, ça lui permettra de s'envoler dans l'algorithme et ça m'aiderait de ouf. Enfin, abonnez-vous ici aussi si ce n'est pas encore fait, parce que ce serait dommage de manquer toutes les choses folles que je vous ai prévues pour les prochaines semaines. Allez, merci pour tout la team, merci pour votre écoute, et nous, on se retrouve tout de suite dans la section commentaires pour parler de James Harden.